Donc là, c'est plus sous une étiquette de directeur conseil que je vais intervenir. Donc c'est un sujet qu'on rencontre tous. Très souvent, on est amené à réaliser des expérimentations sur un mode laboratoire. Et en fait, on se rend compte que ces expérimentations sont positives et on voudrait bien emmener les résultats au niveau industriel de l'entreprise. Et finalement, on se heurte à un certain nombre de problèmes. Quelles en sont les raisons fondamentales? C'est un peu le sujet que je voudrais traiter avec vous. Alors, je vais juste rappeler rapidement qui nous sommes. Donc chez Adamo, on a un cabinet de conseil en supply chain management. On intervient autour de 3 axes, donc les opérations, supply chain management, pilotage de la supply chain, le SI de la supply, tout ce qui est WMS, TMS, OMS, APS, etc. Et une dimension plus RH, où on fait du conseil RH, de la gestion des talents, du recrutement, etc. Et en fait, alors pourquoi je vous raconte ça? C'est parce qu'il y a 1 an et demi, on a initié aussi une démarche de transformation digitale et on a essayé d'insuffler de l'innovation dans nos offres. Et donc la question à laquelle on s'est très vite confronté, c'est comment on fait pour inciter nos consultants à s'approprier cette innovation et aller la présenter aux clients. En fait, la particularité d'un cabinet de conseil, c'est que ce ne sont pas les managers qui transforment, c'est qu'il va se transformer par l'inertie qu'on va donner à ses consultants. Donc mon premier challenge, c'est de faire en sorte que l'innovation soit comprise au niveau des consultants et qu'ensuite ils sachent la porter auprès de leurs clients. Ça veut dire les faire sortir de leur zone de confiance. C'est pas simple. Donc en fait, cette expérience nous a donné une espèce de terrain de jeu, enfin de lieu d'observation assez favorable pour vous parler de ce qui vient. C'est-à-dire que beaucoup de clients commencent à nous dire mais qu'est-ce qu'on fait avec de la blockchain? Enfin, quelles sont les technologies disruptives des supply chains de demain? On parle d'IA, on parle de blockchain, on parle d'IoT. Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que ça va provoquer? Comment je les intègre dans mes modes de fonctionnement? Donc on se rend compte en fait que c'est pas facile et aujourd'hui nous notre grand enjeu c'est de réussir à accompagner un de nos clients depuis ah bah génial, j'ai mis de la blockchain en place sur un petit périmètre, ça y est, je vais être capable de la déployer à l'échelle de mon entreprise. Alors pourquoi ça bloque? Alors d'abord, premier sujet, je pars sur des chiffres. On se rend compte qu'il y a une véritable volonté en Europe d'opérer une digitalisation des supply chains. Donc ça c'est super, je pense que vous reconnaissez tous dans ces chiffres. Par contre, il y a un élément qui est juste un peu frustrant, c'est qu'en France, on est tout en bas. On est tout en bas, dans le monde on a 50%, et le Royaume-Uni, Italie, Pays-Bas, ils sont largement au-dessus. Ne serait-ce pas là un des premiers facteurs pour lesquels en France on a du mal à passer du POC à l'échelle? Parce que finalement, nos problèmes de fond, ce n'est pas tout simplement qu'on est toujours incité à avoir de la performance depuis notre éducation, où finalement le droit à l'échec n'existe pas. Le problème de l'innovation, c'est que c'est un processus complètement incertain. Et donc si on n'intègre pas dans son raisonnement que le fait de se tromper est source d'apprentissage, on va se refuser à innover. Donc déjà, je pense que spontanément, en France, notre manière d'être construit comme personnalité, forcément, on a plus de difficultés à se lancer dans des projets où le risque de se tromper est plus important qu'ailleurs, puisqu'on a peur que ça nuise à notre carrière. Et donc, en fait, on n'a pas la capacité à surmonter cette peur de l'échec. Donc c'est un des premiers éléments, je pense, qui fait que aujourd'hui, on a du mal à passer donc, du POC à l'échelle. Le deuxième élément, c'est que quand on parle de digital, il y a beaucoup d'engouement médiatique, on parle des startups, des levées de fonds, tout ça est fantastique, ça vend un paquet de journaux, beaucoup d'audience sur les médias online, mais en fait ça crée énormément de confusion. Alors on est dans un monde de buzzwords, c'est fantastique, digital, transformation digitale, mobilité, application, tout ça, ça fait fantasmer tout le monde, c'est génial. En fait, c'est un impact hyper négatif sur la compréhension qu'ont les uns et les autres de ce que veut dire le digital. Et je pense que du coup, on a créé énormément de confusion sur le marché. Donc quand on parle de digitalisation de la supply chain, en fait, la digitalisation, c'est un processus qui existe depuis à peu près 30 ans. Ça a commencé dans les années 90, quand on a commencé à mettre en place du Windows, puis petit à petit des ERP. Mais qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on a numérisé des processus. Bon, aujourd'hui, c'est beaucoup plus sympa de parler digital, mais en fait, on fait ce qu'on faisait déjà il y a 30 ans. Donc digitaliser la supply chain, ça n'a rien d'innovant. C'est quelque chose de tout à fait normal, c'est simplement on met en place un système d'information qui va permettre d'automatiser un certain nombre de tâches, qui va permettre de fiabiliser un certain nombre d'opérations, qui va donner du support aux manutentionnaires, aux opérateurs de supply chain pour qu'ils travaillent de manière plus optimale. Alors, le vrai enjeu, en fait, c'est la transformation digitale. Si on veut vraiment innover, il faut se transformer. Alors là, c'est beaucoup plus effrayant, parce que se transformer digitalement, c'est une révolution beaucoup plus profonde. Ça veut dire qu'en fait, il faut accepter de transformer nos manières de comprendre l'entreprise, notre manière de collaborer, nos manières de créer de la valeur. Et ça, aujourd'hui, ça repose beaucoup sur la capacité des managers, des top dirigeants à accepter une mutation profonde de la compréhension de leur rôle. En fait, se transformer, ça veut dire que j'accepte de déposer, de faire confiance à mes équipes pour qu'ils sachent
eux-mêmes proposer des solutions, faire émerger des solutions à des problèmes que moi je ne vis pas au quotidien, parce que je suis manager, mais qu'eux connaissent. Spontanément, on a envie de dire, je suis dirigeant, c'est moi qui décide, j'ai la solution, tu exécutes. Ça ne marchera jamais comme ça. Deuxième chose, on a parlé avant beaucoup d'hybridation des compétences, du fait que aujourd'hui, pour se transformer, il faut maîtriser l'humain, il faut maîtriser les processus, il faut maîtriser la chaîne de valeur, il faut maîtriser les technologies, il faut comprendre ces technologies émergentes qui font un peu peur avec des noms barbares. Bon, bah, donc du coup, ça veut dire que si on n'est pas capable de s'associer à des gens qui maîtrisent un de ces aspects, on n'arrivera pas tout seul à se transformer. Si on n'est pas capable de travailler avec ses partenaires, avec ses fournisseurs, en cherchant à partager de la valeur, on n'arrivera pas à se transformer. Et c'est d'autant plus vrai que dans les supply chains, on travaille en écosystème. Que pour qu'un bien arrive des matières premières jusqu'au consommateur final, il va changer à peu près 50 fois de détenteur, de responsable. Donc du coup, si on veut vraiment, par exemple, mettre en place un processus de traçabilité et de transparence vis-à-vis des consommateurs, on n'a pas d'autre moyen que de faire intervenir les 50 acteurs de sourcing, de transformation, d'entreposage, de distribution de ce bien. Donc ça veut dire qu'il faut être capable de travailler en écosystème, en collaboration et de partager de la valeur. Aujourd'hui, c'est assez compliqué quand je suis intervenu chez pour de grands groupes. Ils reconnaissent eux-mêmes qu'en fait, aujourd'hui, quand ils proposent des sujets d'innovation à leurs fournisseurs, les fournisseurs les voient venir, font un temps en arrière, qu'est-ce que tu vas encore me faire? Donc c'est un peu compliqué. Donc, la transformation digitale, c'est d'abord accepter qu'on va bouleverser profondément nos manières de travailler. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas vraiment mûres pour l'aborder. Alors, quand on parle de transformation digitale, vers quoi on veut tendre? Vers la fameuse supply chain collaborative 17.0, etc., etc. Donc en fait, je fais exprès de rigoler, parce qu'il y a tellement de passion, de buzzwords, que finalement on crée de la confusion, c'est ce qu'il faut essayer d'éviter. Ceci étant, il est vrai qu'aujourd'hui, l'avantage de l'arrivée à maturité de toutes ces technologies, je parle encore une fois de la blockchain, des IoT, intelligence artificielle, etc., ça va permettre de commencer à travailler de manière plus intelligente. Donc aujourd'hui, on a un certain nombre d'énableurs technologiques qui vont permettre d'avoir des supply chains qui sont mieux connectées, des supply chains qui sont plus collaboratives, des supply chains, comme elles sont mieux connectées, elles s'appuient sur de plus en plus d'outils informatiques qui vont générer beaucoup plus de data. Les IoT vont contribuer à générer cette data. Donc au bout d'un moment, on va être capable de construire des modèles algorithmiques beaucoup plus performants. Donc en fait, on va être capable petit à petit d'arriver à des supply chains qui vont pouvoir véritablement se transformer. Et aujourd'hui, on est encore dans une situation où on bloque. On bloque, pour moi, il y a plusieurs raisons. Donc, je reviens un peu sur la notion des technologies qui permettent la digitalisation de la supply chain. Donc, si vous voyez tout en bas, on a les ERP, les WMS, les TMS, les APS, ça fait 20, 30 ans, je crois qu'on a dit que ces technologies existent. Aujourd'hui, quand on veut les mettre en œuvre, on fait de l'aide au choix, puis on implémente et ça marche très bien. Tout ce qui est BI, Data Analytics, mobilité, automatisation, ça fait quoi, 10-15 ans qu'on commence à en voir un peu partout, donc il y a de nouveau une certaine maturité technologique. Donc là, les projets d'implémentation sont d'ailleurs aussi plus rapides. Mais quand on parle d'IA, d'IoT, de blockchain, de réalité augmentée, de réalité virtuelle, de réalité mixte, on est sur des sujets en fait où les gens ne connaissent pas, il n'y a pas d'expérience. Et comme il n'y a pas d'expérience, la première étape dans une entreprise, c'est de se dire, il faut la tester. Et donc, je vais appréhender cette technologie. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça fait? Et donc, je la mets dans un laboratoire. Et puis, petit à petit, comme c'est du digital, et puis qu'il faut dans l'air du temps, qu'il faut que je communique, je vais créer une direction d'innovation qui va être responsable de ce laboratoire. Et puis, malheureusement, j'ai oublié de connecter cette direction d'innovation au métier. Donc, en fait, cette direction d'innovation devient une espèce d'organe de communication de mon entreprise qui a besoin de se créer une image de digital parce qu'elle a besoin de recruter. Donc, du coup, je fais du digital, je communique. Je fais l'époque et l'époque et l'époque, et finalement, au bout d'un certain temps, ce que j'obtiens, c'est que je foire complètement, pardon, c'est vraiment le cas, je rate mon acculturation. Donc à force de faire des choses à des gens, à des collaborateurs qui ne marchent pas, en fait, ces collaborateurs n'ont plus envie de s'investir dans ce projet d'innovation, puisqu'en fait, ils voient bien, au bout d'un moment, il ne faut pas les prendre pour des idiots, que la manière dont c'est construit n'est pas du tout pensée pour fonctionner à l'échelle, c'est juste pensé pour se donner l'image et le caractère innovant à l'entreprise. Et ça, en fait, fondamentalement, c'est ce qui fait qu'on ne se transforme pas. Je peux prendre un exemple assez amusant. Vous avez tous entendu parler de Vivatech. Est-ce que vous savez comment les startups sont recrutées à Vivatech? C'est assez surprenant. Alors, il y a plusieurs cas de figure. J'y suis allé l'année d'avant, j'y suis allé à cette édition. Il y a différents cas de figure. J'ai vu des grands groupes qui avaient évolué. L'Oréal, par exemple, a une proposition beaucoup plus intéressante cette année que l'année d'avant. J'en ai vu d'autres, que je ne citerai pas pour ne pas être désagréable, qui ont eu des
propositions absolument inutiles. En fait, on s'est bien rendu compte que pour eux, c'était que de la communication. J'ai d'ailleurs des relations avec des prestataires logistiques qui m'ont dit on a besoin de communiquer sur l'innovation. Donc en fait, culturellement, la notion d'innovation n'est pas du tout au cœur de l'ADN de ces entreprises. Donc on est vraiment dans une logique de communication. Pour revenir à la question, pour intervenir à l'IATech, une start-up, qu'est-ce qu'elle fait? Elle postule sur le site internet d'une grande banque, d'un gros opérateur de télécom, qui organise sa préparation au salon. En fait, c'est l'opérateur, c'est le grand groupe qui va financer l'opération. Elle fait venir des startups qui sont sélectionnées sur dossier. Moi, je pensais naïvement que ces startups travaillaient avec ces entreprises. Pas du tout. Donc, c'est une vaste opération de communication. Donc, en fait, ce qui freine aujourd'hui l'accélération dans l'appropriation de toutes ces technologies digitales, c'est d'abord, elles sont relativement jeunes, donc finalement, il y a très peu d'experts. On parle beaucoup d'IA toute la journée, mais il y a 4 millions de data scientists qui se reconnaissent comme tels dans le monde. Si on a 20 000 de compétents, c'est le bout du monde. Il y a des gens qui font de la data science aujourd'hui, en fait, ils font de la BI, et comme ça, bon, moi, de faire de la BI, on me dit que je fais de la data science. Donc, on est dans une espèce de monde de confusion qui complique énormément le passage à l'échelle de tous ces peuples. Alors, donc ça vient d'une étude de Xafi, si on regarde un peu les raisons que les répondants identifient comme des freins à l'adoption des technologies. Bon, les styles organisationnels pour les données, ok, c'est une certitude. Encore que, aujourd'hui, il y a plein de méthodes qui permettent d'éliminer ces freins. Donc pour moi, en fait, c'est une fausse raison. Alors les styles organisationnels le sont plus, mais la raison qui crée le frein, c'est pas le style organisationnel, c'est plutôt la non-volonté de ceux qui sont en haut du silo de perdre leur périmètre de pouvoir. Bon, l'inertie liée au système existant, ça c'est une certitude. C'est-à-dire que là, on regarde bien les Google, les Facebook, les Amazon, transformation digitale, de quoi on parle. Enfin, oui, ils sont nés digitaux, ils n'ont jamais eu besoin de se battre contre des systèmes legacy. Transformer une grande banque, c'est un peu plus complexe aujourd'hui. Ou transformer des groupes qui ont des centaines d'années, c'est beaucoup plus compliqué. Donc ça, c'est un frein qui est légitime. Déficit d'expertise, oui. Oui, c'est un frein, déficit d'expertise. Mais il y a un moment où la manière d'aborder ce déficit d'expertise n'est pas du tout habile de la part des entreprises. Moi, j'ai vu un certain nombre de logisticiens décider d'embaucher un data scientist. Super. Pourquoi faire? Parce qu'il faut en avoir un. Mais en fait, aujourd'hui, vous ne pouvez pas mettre un data scientist tout seul dans une entreprise sans comprendre ce qu'on va lui faire faire. Ce sont des personnages assez particuliers, les data scientists. Ce sont des gens qui regardent le monde en termes de mathématiques. Donc, si vous voulez, des camions, des entrepôts, ça ne leur parle pas des masses. Les flux, déjà, un peu plus. Mais, donc, si vous mettez un data scientist en lui disant, on va innover, et vous le mettez en face d'un responsable d'entrepôt, je ne suis pas sûr que ça matche. Enfin, ça ne va pas matcher, même. Donc, du coup, en fait, la manière d'aborder le problème de l'innovation est déjà déficient. En fait, on est tellement désemparé qu'on dit bah, tiens, on va prendre un data scientist parce qu'il en faut un. Bon, en général, il ne reste pas 6 mois. Manque de leadership, de soutien hiérarchique. C'est un sujet un peu plus compliqué que ça. En fait, les grands patrons, oui, je pense qu'ils ont conscience de ce qui se passe. Ils voyagent de par le monde, donc ils ne voient pas que la France. Ils vont en Asie, ils voient qu'en Asie, c'est quand même, il passe quand même beaucoup de choses. Il suffit d'aller à Singapour pour comprendre que la ville est déjà pensée sur un mode de transformation, transition écologique. Par contre, il y a beaucoup de mal en fait, à mettre en œuvre des courroies de transmission entre la vision du management, enfin du haut management, et tout ce qui est le management, pas des couches intermédiaires, mais qui est plus dans les opérations. Et ce qui est lié également à un défaut de management des dirigeants, c'est qu'en fait, on est aujourd'hui très souvent dans l'injonction contradictoire. C'est-à-dire que, alors ça je l'ai vécu chez un constructeur automobile bien connu, qui nous animait un séminaire sur exactement cette question-là. Pourquoi on n'arrive pas à récupérer à l'échelle les bénéfices qu'on retrouve au niveau du POC. Et en fait, ils expliquaient, oui, mais moi, dans mes objectifs personnels, on me demande de réduire mes coûts de 8%. Et on me demande de faire l'innovation. Sauf que sur mon objectif et mon incentive, à la fin, ce que je gagne dans ma poche, il n'y a que les 8%. Donc si je passe du temps avec des ressources que j'ai, qu'on enlève de plus en plus, pour faire l'innovation, je limite ma capacité à gagner mon bonus. Bah, je ne suis pas complètement fou. Hein. Je pense qu'on fera tous pareil ici, on va se concentrer sur la réduction des coûts et l'innovation, finalement on s'en fiche. Par ailleurs, tout le processus d'innovation est relativement mal organisé dans les grands groupes, c'est-à-dire que, comme je vous disais, il n'est pas du tout associé au métier. Et puis surtout, il y a une très mauvaise communication interne sur l'innovation. Donc en fait, quand on se balade dans les grands groupes, on voit très souvent que certains nombres de projets ont été faits plein de fois
mêmes résultats. Donc ils ont dupliqué les initiatives. Enfin, résistance au changement, nouvelles technologies. Moi je suis très souvent... voilà, retour sur investissement décevant ou trop long, ça c'est très intéressant. Donc dans ce même groupe, dans ce gros constructeur automobile, je veux faire un projet, je vais mettre en place une plateforme de suivi de mes expéditions. Ok, très bien. Combien ça me coûte, combien ça me rapporte, quelle est la période? C'est une démarche d'expérimentation, on va regarder, on n'est pas certain, mais si moi je ne peux pas te donner d'argent, si tu ne me dis pas quel est le ROI, et si on dit moi je l'ai récupéré. Donc la notion d'innovation, incertitude contre ROI, payback période, ça ne peut pas marcher. Donc en fait on n'a pas du tout intégré la valorisation de l'apprentissage dans l'innovation. Et tant qu'on reste là, on est dans l'injonction contradictoire, ce qui est assez déprimant d'ailleurs pour les cadres, hein, parce qu'en fait au bout d'un moment ils se font taper sur la tête et puis ils sont pris entre deux feux, ils n'ont absolument aucun moyen de faire autrement. Donc c'est un peu compliqué, les gens deviennent un peu schizophrènes, pas d'où le burn-out, etc., etc. Enfin, résistance au changement, nouvelles technologies, je suis en fait globalement assez pas effaré, mais je trouve que les gens ne se rendent pas compte de ce qui se passe quand ils sont sur Internet, ils ont une mauvaise compréhension de comment fonctionnent les technologies, ils ne sont pas formés non plus, donc du coup ça fait peur, donc ça aide pas. Mais je crois en fait, tout ça ce sont plus des excuses que le fond du problème. En fait. Le fond du problème, c'est qu'on cherche à adresser des choses nouvelles avec des méthodes de pensée qui sont anciennes, avec des modes de management qui sont périmés, j'ai envie de dire. On parlait tout à l'heure de faire confiance, d'apprendre à s'appuyer sur les autres, de la valeur du travail en équipe, de l'hybridation des compétences. En fait, tout ça aujourd'hui, les gens commencent à en parler, mais ça reste à un niveau très exploratoire pour beaucoup de monde. En fait, ça marche. Il suffit ça marche, mais encore faut-il le vouloir, et c'est une vraie transformation des mentalités. Je pense que pour réussir une transformation digitale, il faut d'abord commencer par se transformer soi-même. C'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher à prendre toute la lumière, il faut chercher à mettre en valeur ses collaborateurs, il faut chercher à faire en sorte que tout le monde puisse trouver du sens à ce qu'il fait, se remettre en cause, accepter le feedback. La culture du feedback est quelque chose de fondamental. Et en fait, aujourd'hui, les entreprises qui réussissent à se transformer sont des entreprises qui font du pilotage par la valeur, qui hybrident les compétences et qui favorisent le travail en équipe. Et surtout, ce sont des entreprises étendues. C'est-à-dire qu'elles vont chercher à accroître leur capacité à faire en s'entourant sur le marché de compétences externes. Que ce soit des expertises technologiques, que ce soit des gens qui apportent des visions complètement différentes et qui vont enrichir la connaissance des équipes internes. Le problème, c'est que c'est très souvent, très mal vu, on a tous la culture de moi je le fais moi-même. Et c'est pas bien vu de se dire, non, en fait, je suis pas sûr de savoir-faire, est-ce que je ferais pas mieux de m'entourer et d'aller chercher sur le marché des gens qui savent mieux faire que moi et surtout qui vont me faire gagner du temps, qui vont partager la connaissance. Le problème, c'est que c'est pas du tout dans nos mentalités françaises. On a l'impression que ne pas savoir faire, et là je reviens à ce que je disais au début, c'est pas bien. Donc on n'est pas performant si on ne sait pas faire. Alors c'est quand même complètement crétin d'essayer de faire quelque chose quand on ne sait pas le faire et qu'on pourra aller plus vite si on allait chercher les ressources sur le marché, les compétences sur le marché. Donc je pense qu'en fait le vrai problème pour évoluer, et je reviens à ce qu'on disait sur les milléniums tout à l'heure, c'est qu'eux le perçoivent bien en fait, ce vide de sens qu'on peut avoir nous à nos âges avec une mentalité un peu... alors je ne dis pas que les milléniums sont parfaits, ils sont parfois impossibles à gérer, imbuvables, et il y a quelques claques qui se perdent, mais bon. Globalement, ils nous obligent à repenser justement, prenant leur feedback, nos modes de fonctionner, nos modes de manager. Et c'est ça qui est intéressant, en fait. Alors, rapidement, pour quelques retours d'expérience. Bon, culture de l'innovation au centre, pour le constructeur automobile, j'en ai déjà parlé, mais en fait, ce qui leur manque fondamentalement, c'est leur industrie est un peu complexe, parce que l'automobile, comme on le voit en ce moment, ça peut se retourner en l'espace de 2 ans, c'est assez effrayant. Donc effectivement, cette culture de la réduction des coûts est un peu au cœur de leur modèle de survie. Mais globalement, ils ont quand même un mal de chien, ils sont dans l'injonction contradictoire permanente. Il faut innover, mais je ne te donne pas les moyens d'innover. Donc ça, c'est compliqué. Alors, un autre retour d'expérience, c'était sur prévision de la demande. Donc là, on est sur un projet qu'on a réalisé pour le compte d'un distributeur de boissons pour le compte des CHR, donc Café Hôtel Restaurant. En fait, on est dans une réflexion sur la massification du transport. Et puis on lui a dit, tiens, pour massifier le transport, monsieur le client, en fait, ce qu'il faudrait qu'on ait, c'est une meilleure prévision de ta demande. Et puis on a proposé de faire un prototype, pas un POC, un prototype. On dit, on va essayer en prenant tes datas, on va voir comment on peut avoir une meilleure lecture de ta prévision de la demande. Et on
s'est posé un certain nombre de questions. On avait l'intuition en fait qu'il y avait probablement parmi ces 5000 clients, un certain nombre d'entre eux qui avaient des comportements d'achat similaires. Et donc en comprenant ces comportements d'achat, on serait capable d'anticiper mieux les demandes. En fait, ça n'a rien donné, on s'est complètement planté. Et puis on s'est dit, bah, il faut qu'on aille par famille de produits, ça aura peut-être plus de sens. Et là, on a commencé à travailler sur le vin, sur la bière, sur les eaux, sur les jus. Et puis, hop, miracle, on a commencé à avoir des choses un peu différentes. Et la question, alors quand on s'interroge sur prévoir la demande, qu'est-ce que ça veut dire? On n'a pas une boule de cristal. Donc quand on réfléchit à ce que c'est un café, un hôtel, un restaurant, c'est un espace limité qui a une croissance qui est forcément limitée par sa taille et la capacité de faire du service. Donc on s'est demandé comment peut-on mieux prévoir la demande, et on a introduit la notion de client fiable. Qu'est-ce qu'un client fiable? C'est le client qui, toutes les semaines, commande à peu près les mêmes quantités et chez lequel on ne repasse pas deux fois. Donc c'est un client qui maîtrise son offre, sa demande, et grosso modo, l'écart type entre ce qu'il commande d'une semaine à l'autre est à peu près stable. À partir du moment où on a ça et qu'on a le groupe de clients qui commandent de la bière de la même manière, on a un modèle opérationnel. Et donc l'enjeu maintenant, c'est de connecter les données réelles de l'entreprise à ce modèle, et à tout moment pouvoir dire attention, il est en sous-commande ou il est en sur-commande. Alors une fois qu'on a fait ça, on a détecté pour ce client sur un périmètre de 40 millions d'euros un gain potentiel à isopérimètre, c'est-à-dire sans rien modification d'organisation, juste en mettant en place le système de plus de 3 millions d'euros. Donc en fait 3 millions d'euros de résultat net. Donc c'est significatif. Ben, on n'a pas déclenché le projet. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'énorme difficulté, c'est que quand vous êtes un distributeur de boissons pour les cafés, hôtels, restaurants, vos commerciaux, ils appellent ça des commerciaux, ce ne sont pas des commerciaux, ce sont des gens qui prennent des commandes. Ils vont tous les jours voir le propriétaire du resto, le lotus bleu, ils lui disent tiens, comment ça va, alors qu'est-ce que tu vas me prendre, allez, 12 bouteilles de vin, 15 coca, etc. Mais ce n'est pas des commerciaux, en fait, ils font juste de réapprovisionnement de stock. Or, si on lui met un outil comme ça, on va lui dire non, non, attention, monsieur le lotus bleu, là, en fait, tu m'as pris 12 bouteilles de vin, il t'en faut 18. Comment fais-moi confiance? C'est 18, je sais, c'est mon algorithme qui me l'a dit. Est-ce que, fondamentalement, les gens qui servent en fait de preneurs de commandes sont capables de passer d'un modèle où ils vont devenir des vrais commerciaux qui vont devoir s'appuyer sur des algorithmes qu'ils ne comprennent pas pour expliquer à un patron de restaurant qui comprend encore moins que lui que les chiffres ont dit qu'il fallait qu'il achète plus de vin que ce qu'il avait prévu? Donc l'enjeu est là, en fait, c'est-à-dire que donc, quand je reviens sur la notion de transformation digitale, c'est apprendre à faire confiance à des technologies qu'on ne maîtrise pas. Et donc tout l'enjeu, c'est de transformer véritablement les gens qui sont des opérationnels. Il y a des grands cabinets de conseil, je crois que c'est le BCG, mais qui se nomme cela, qui expliquait qu'en fait, sur les projets d'intelligence artificielle, 70% de la valeur est dans la gestion du changement. Bah, là, pour le coup, nous, on l'a expérimenté. Alors, normalement, on va peut-être reprendre le projet, on espère. Mais ça fait un an que c'est en stand-by, et pourtant, le patron de la boîte avait très bien compris ce qu'on pouvait faire, et les cours qu'on lui avait montrés correspondaient à la réalité de son business. D'où les difficultés. Et enfin, dernier sujet, implémentation blockchain. Alors là, c'est un exemple, c'est un très bon exemple de comment on a réussi à mettre en œuvre un projet d'une manière collaborative. En fait, pour faire rapide, on a un client qui est un distributeur de bière artisanale qui s'appuie, donc il apporte des États-Unis, de la Brooklyn, de la Belgique, de bière, enfin des bières un peu partout. Je crois qu'il y a 15 pays où ils sourcent ces bières. Il s'appuie pour ça sur un prestataire logistique spécialisé qui appartient à un groupement. Et donc en fait, il avait un problème terrible, c'est qu'il avait du mal à contrôler ses commandes à ses fournisseurs. Et donc le prestataire avait un mal de chien avec l'effet Bullwhip. Donc un coup c'est je commande tant, un coup je commande tant. Et donc du coup il y a une distorsion sur toute la chaîne. Et donc du coup ils nous ont dit mais comment je fais pour automatiser ce système? Et donc on a mis tout le monde autour d'une table et on a réussi à faire un projet 100% collaboratif où chacun des intervenants a accepté de participer et est reparti avec sa propre valeur du projet. Donc la prochaine étape, là, c'est que ce projet fonctionne. On a travaillé avec un outil data analytics, on a connecté tout ça à la blockchain. La blockchain, on a fait l'anticipation, parce que derrière, on va faire de la préfacturation, du contrôle de facture, du contrôle de litige, etc. Mais on a réussi à le faire parce qu'on a mis tout le monde autour d'une table, que les acteurs étaient pas très gros, donc c'est plus facile, évidemment. Et la prochaine étape, c'est d'embarquer des GNS, et c'est d'embarquer d'autres brasseurs, et d'intensifier l'évolution, la transformation digitale. Donc on commence à voir que c'est possible. L'enjeu, c'est de réussir à inviter tout le monde autour de la table, c'est d'avoir des gens qui ont un bon état d'esprit et qui sont prêts à partager des secrets entre eux, des informations entre eux. C'est pas ce qui est le plus simple.
Voilà, dernier sujet rapide, et après je... Pour conclure. Pour conclure. Alors en fait, on parle beaucoup de POC, nous on ne veut surtout pas parler de POC. Je pense qu'il y a 3 étapes pour qu'un projet de transformation digitale puisse réussir. C'est d'abord prototyper une solution assez rapidement, en mode un peu quick and dirty. Faire un pilote, on a oublié, mais pour les ERP, on a toujours fait des pilotes. Le pilote, c'est quoi? C'est je plug mon prototype à mon système d'information, je identifie les KPI qui vont me permettre de mesurer si j'obtiens les résultats que j'attends, j'identifie les freins au changement, j'identifie les besoins de formation, j'identifie aussi une roadmap de déploiement, et là je peux construire un ROI, là je peux faire un payback period parce que j'ai 6 mois de visibilité. Je ne peux pas le faire juste en réflexion en amont. Et une fois que ce pilote est conclu, s'il y a la rentabilité, s'il y a du payback, je décide de déployer. Et là, il est fondamental que ce soit le client qui prenne les rênes du déploiement, parce qu'il doit s'approprier la solution et la diffuser au sein de toute son organisation. Et donc, j'en ai terminé.